Le rejet de l'entente du lac Meech a eu en effet un effet profond, justement, parce qu'il correspond à un rejet du statut particulier du Québec en faveur d'un concept de la mosaïque canadienne et de l'absolutisme de l'égalité des provinces. Le Québec vise donc un fédéralisme plus décentralisé, un régime constitutionnel asymétrique, alors que les autres provinces semblent toutes favoriser un régime fondé sur l'égalité des provinces, la péréquation, quelque chose qui ferait briser les inégalités d'opportunité. Le Québec veut en fait la liberté d'adopter un mode de gouvernement où l'État joue un rôle plus prononcé, notamment dans les domaines culturels et linguistiques, alors que le Canada anglais veut une fédération uniforme qui valorise les libertés individuelles et de moins en moins d'interventionnisme gouvernemental. Le Québec favorise aussi une politique d'intégration culturelle qui cadre mal avec le multiculturalisme, même avec son contenu flou. Au départ, le multiculturalisme était défini en fonction de l'ethnicité, l'origine nationale et la race. Aujourd'hui, on semble même y avoir ajouté la religion et l'orientation sexuelle. M. Taylor note que dans les faits, le Québec est déjà distinct à plusieurs points de vue, mais que le Canada anglais refuse de le reconnaître dans les textes légaux et continue de prétendre que le principe artificiel de l'égalité des provinces est une nécessité. Je le cite quand il dit « La résistance du Canada anglais is at the level of feeling only ». Quel est donc l'apport de la Charte des droits et libertés dans ce contexte? Pour aborder la question, il me semble qu'il faut d'abord se demander s'il y a véritablement une différence de valeur entre la société québécoise et celle des autres régions du Canada. La question est importante parce que l'on considère à tort ou à raison que la Charte reflète les valeurs de la nation canadienne et qu'elle serait de ce fait un instrument d'uniformisation. Reconnaissons d'abord qu'en matière de culture politique, il n'y a pas de grosses divergences. La primauté du droit, la démocratie représentative, la liberté d'expression, l'aide sociale et bien d'autres valeurs sont partagées. Mais il y a une divergence au plan de la philosophie politique qui est assez grande pour que plusieurs soient d'avis que les Québécois ont toujours eu de la difficulté à se sentir tout à fait membres de ce qu'on appellerait la nation canadienne. Pour M. Taylor, c'est la réponse à la question « What is Canada for ?» qui importe. Qu'est-ce qui unit les Canadiens et leur donne une identité? Pour le Canada, dit-il, ça a été le Britishness, puis le Englishness, mais évidemment, le changement démographique a changé les choses et ce sont les institutions elles-mêmes qui comptent le plus maintenant. Pour plusieurs, il est surtout important que l'on distingue des Américains. Ici, on ferait plus confiance au gouvernement, on serait moins porté à s'en remettre aux tribunaux et on serait plus généreux avec les défavorisés. Il y a aussi des différences régionales, mais elles sont marginales. En somme, nous ne sommes pas des Américains et nous croyons à nos programmes sociaux comme l'assurance maladie universelle, comme la péréquation, et nous avons une culture politique distincte de celle des États-Unis. Pourtant, on semble se questionner sur son identité au Canada anglais seulement parce que le mouvement indépendantiste au Québec nous y oblige. Il y a donc des tensions maintenant parce que les inégalités régionales persistent, que l'équilibre des pouvoirs est mis en doute et que les programmes sociaux sont vus comme étant trop chers. Certains juristes diront que l'identité créée par la Charte est même fragilisée par la concurrence et la réconciliation des droits eux-mêmes. D'autres en raison du fait que la composition de la Cour suprême change constamment et que les réexamens judiciaires se multiplient. Il faut aussi se demander si les immigrants, très nombreux aujourd'hui, adhèrent à cette définition de l'identité nationale, ce que le multiculturalisme signifie à leurs yeux. Et vise-t-on l'intégration, l'assimilation ou autre chose dans la grande mosaïque canadienne?
Selon M. Taylor, ce serait la Charte canadienne des droits et libertés qui aurait aujourd'hui assumé le rôle principal dans la définition de l'identité nationale. Fait surprenant parce qu'elle n'était pas revendiquée en 1981 et que son contenu ne figurait pas dans les éléments de la définition à l'époque. La Charte est largement fondée, comme on le sait, sur une philosophie libérale de droits individuels où le concept d'égalité tient la place la plus importante. Mais que répondra-t-on à la question « What is Quebec for » ? La question existentielle se pose différemment au Québec parce que l'identité québécoise est une question de langue et de culture. Ces valeurs ne sont pas simplement individuelles, elles sont collectives et elles doivent être promues par des institutions politiques. Il n'est donc pas question de se comparer avec les Américains pour se définir. Il est seulement question de préciser le contenu de la solidarité nationale. Le multiculturalisme est très problématique dans ce contexte, d'autant plus qu'il est difficile, comme je le disais, de lui trouver une définition commune. La Charte est bien acceptée au Québec, sauf dans la mesure où elle est perçue comme une entrave à la politique linguistique des gouvernements. Elle contient des éléments collectifs en matière d'éducation dans la langue minoritaire, en matière de religion dans certaines provinces, par rapport aux droits des Autochtones, mais en somme, elle reste centrée sur une philosophie très individualiste. Pourquoi le Québec, si ce n'est pour défendre la nation, en promouvoir la langue et la culture? En somme, ceci pourrait signifier qu'il est impossible de souscrire à la fois aux valeurs de la nation canadienne, comme je les ai définies, et à celles de la nation québécoise, puisque la première croit à l'égalité des provinces et à la primauté des droits individuels, à la mosaïque canadienne, et la deuxième à la primauté des droits collectifs et au statut particulier requis pour en assurer la mise en œuvre et à l'intégration des immigrants. Pour les anglophones, il est nécessaire de séparer la langue et la culture si on veut agir dans ce domaine, alors que pour les Québécois, langue et culture sont intimement liées. Il faut aussi dire que la majorité des Canadiens n'acceptent pas cette idée des deux nations qui serait venue se substituer au dualisme canadien-anglais, canadien-français qui prévalait autrefois. Pourtant, chacun sait que le dualisme est réel. Il explique en fait le fédéralisme décentralisé et la reconnaissance des deux langues officielles dans la Constitution actuelle. Je pense ici à l'arrêt MacDonald de 1986, où la Cour suprême avait adopté une interprétation très restrictive des droits linguistiques, au motif qu'il découlait d'un compromis politique que les tribunaux ne devaient pas élargir. Dans le fond, ce que la Cour disait, c'était que le compromis devait donner lieu à une fédération où le Québec pourrait contrôler sa destinée au plan linguistique et culturel, et qu'il ne fallait donc pas restreindre sa marge de manœuvre en protégeant de façon agressive les minorités linguistiques. Tout cela pose des difficultés. Par exemple, les langues officielles seraient reconnues pour des raisons politiques, mais leur acceptation au Canada anglais est souvent vue comme discriminatoire. Pensez simplement au débat actuel sur le bilinguisme des juges de la Cour suprême du Canada. Les besoins du Québec ont été souvent reconnus, mais souvent de facto. La vraie question a toujours été celle de l'autonomie du Québec. Il y a sur cette question un conflit réel. Québec veut sa reconnaissance comme société distincte et plus de pouvoir. Les autres provinces disent qu'elles sont toutes égales et que c'est la Charte qui unit les Canadiens en raison de sa force morale et juridique. Le statut spécial pour le Québec serait donc contraire à la thèse de l'égalité des provinces et même des personnes. Pourtant, l'idée que les francophones soient servis en français est acceptée, mais seulement dans la mesure où elle répond à une demande individuelle. Mais c'est là mal comprendre la nature des droits linguistiques. Dans l'arrêt Beaulac, la Cour suprême dira que le droit à un procès dans sa langue n'est pas seulement assuré comme une mesure d'accommodement, mais qu'il comporte l'obligation pour le gouvernement
de créer une infrastructure institutionnelle qui assurera un accès à la justice comparable pour les deux communautés linguistiques officielles. Pareillement, dans l'arrêt Mahé, la Cour suprême dira que le droit à l'instruction dans la langue minoritaire comprend le droit pour les représentants de la minorité de contrôler ces institutions scolaires. Ce qui est remarquable au Canada, c'est que cette dimension communautaire des droits n'est jamais venue des élus, mais des tribunaux. Charles Taylor est aussi d'avis que même si les droits linguistiques se justifient parce qu'ils sont exercés par des particuliers, ils sont reconnus parce que nécessaires à la survie des communautés linguistiques elles-mêmes. Si cela n'est pas accepté, il faudrait se demander ce que sera le vrai patriotisme canadien. Le mariage de raison, dit-il, n'est pas suffisant pour définir l'unité canadienne ou l'identité canadienne. S'il n'est pas accepté, il faut se demander aussi quelle approche on devra adopter pour réformer les institutions politiques. Et ici, j'ai trouvé assez spéciale cette phrase de M. Taylor qui dit « Canada has never gelled as a nation ». Ne faut-il pas admettre que la reconnaissance de la spécificité du Québec est un but même de la Fédération, dit-il. La Charte semble donc jouer, à ses yeux, au départ au moins, un rôle négatif à cet égard, en définissant les valeurs canadiennes sans égard aux conflits philosophiques qui déchirent le Canada. La crainte que le Canada soit américanisé par la Charte semble avoir été bien fondée parce que les ambitions communautaristes du Québec se heurtent encore et toujours à un droit très individualiste. Tout ce qui est communautaire semble aux yeux de plusieurs discriminatoire. En ce sens, on suit les Américains dans leur définition d'une société libérale. M. Taylor y voit deux types d'engagements, procéduraux et substantifs. Les premiers sont fondés sur le respect de la dignité des personnes, tenant compte de la diversité de la société. L'engagement procédural est donc neutre. La société n'a pas d'autre valeur à promouvoir que la liberté des citoyens d'être traités équitablement et de choisir individuellement leurs valeurs. On mettra donc l'accent sur la révision judiciaire pour contraindre l'État, plutôt que de favoriser le consensus social par plus de discussions politiques et d'actions législatives. Mais l'État québécois, dans tout ça, ne veut pas tellement la neutralité. Il a choisi des valeurs prédominantes et il veut assurer non seulement un comportement compatible avec elles, mais la continuité même de la société québécoise. Pour les tenants de cette approche, le Québec n'est pas pour autant une société plus intolérante ou discriminatoire. Il a tout simplement choisi un modèle de société libérale différent. Il protège les minorités, il garantit les libertés fondamentales, mais il tient pour acquis qu'il y a une grande divergence entre les droits fondamentaux d'une part et les privilèges et immunités d'autre part. Il saura aussi respecter la diversité, mais d'une manière différente. Nous avons donc, selon M. Taylor, deux visions différentes d'une société libérale, deux façons aussi de concevoir l'identité nationale. La Charte peut favoriser une vision et rendre bien difficile l'accommodement qui permettrait à deux formes d'identité de trouver place. La Charte est importante non seulement à cause de la force du libéralisme procédural, mais aussi parce que la société multiculturelle a besoin d'un fondement à son identité et qu'elle s'y réfère à cette fin. Ceci fait problème parce que l'on pense que la Charte doit s'appliquer partout de la même manière et influencer de la même manière la société. Le conflit ne peut se résoudre, selon M. Taylor, que par une réforme en profondeur de nos institutions politiques. Merci.